Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, le meilleur des reportages de la rédaction pour la saison écoulée 2014-2015. On va revenir sur quelques-uns des grands thèmes évoqués ici. Le high-tech évidemment, pilier de l'économie israélienne. Il en sera question à travers un concours à Tel Aviv, à travers l'essor aussi du concept de Smart Cities, les villes intelligentes. On s'intéressera également à l'agriculture. Elle aussi, vous le verrez, s'appuie de plus en plus sur les avancées technologiques. Enfin, gros plan en fin d'édition sur l'industrie du diamant, autre composante de cette économie diversifiée. Et on entre directement dans le vif du sujet. Israël, terre de start-up. Une pour environ 1800 habitants. Ne cherchez pas, aucun pays ne fait mieux. Mais encore faut-il pérenniser son projet. Et c'est l'un des objectifs de The Hive, un incubateur de start-up qui organisait fin mars un concours d'entrepreneurs à Tel Aviv. Un événement que vous allez voir orienté international, puisqu'outre des Israéliens, on retrouvait de jeunes créateurs japonais et turcs. Le reportage d'Anthony Lesme. 12 startups, 6 juges, 3 pays et 100 000 $ de récompense étaient au programme d'un concours d'entrepreneurs organisé par l'accélérateur basé à Tel Aviv, The Hive. Une après l'autre, des startups israéliennes, japonaises et turques pitchaient leurs produits et leurs business plans. Cet événement a pour but de créer des passerelles entre tous ces pays grâce à l'entrepreneuriat. The Hive dépend de Gvaim, une ONG qui soutient l'activité professionnelle des nouveaux immigrants en Israël. The Hive est un accélérateur de start-up pour les nouveaux immigrants en Israël et les nouveaux entrepreneurs venant de partout dans le monde. Cela signifie que nous sommes réellement un accélérateur tourné vers l'international. Dans cette compétition, la Turquie était représentée par 3 start-up et un accélérateur. Si les échanges diplomatiques entre Israël et la Turquie sont tendus depuis l'affaire de la flottille, l'économie bat son plein avec plus de 5 milliards de dollars d'échanges annuels. Pour ce qui est de la high-tech, les premières rencontres entre les deux pays sont prometteuses. Pour moi, Israël peut apprendre beaucoup à la Turquie en termes d'entrepreneuriat high-tech parce que nous sommes tout juste au début et qu'Israël a une expérience forte de plusieurs décennies. L'atmosphère de l'événement était positive et optimiste. Les gagnants de la soirée ont hérité de 100 000 $. Il s'agit des Israéliens Doggies, une application qui a pour but de créer un réseau social de propriétaires de chiens. Les toutous peuvent savoir grâce à leur maître où sont leurs camarades, quel est le parc ou le vétérinaire le plus proche. Tel Aviv, où règne l'amour canin, semble la ville parfaite pour lancer une telle application. Tel Aviv est la capitale de la Startup Nation et en même temps, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une des villes les plus accueillantes pour les chiens. C'est pourquoi nous étions si heureux de lancer l'application ici et j'espère que la prochaine étape nous amènera aux États-Unis et dans d'autres localités du monde. Supporté par The Hive, Doggies a déjà lancé avec succès un produit bêta en Israël et désormais, après avoir remporté ce prix, la société prévoit encore d'améliorer son application. Voilà pour ce concours motivant et riche en échanges. On se penche à présent sur un marché juteux et un concept en pleine expansion, celui des villes intelligentes et connectées. Comment articuler urbanisme, technologie, sécurité? Des métropoles toujours plus peuplées, aux artères engorgées et l'impératif d'optimiser les ressources énergétiques ou financières. Tout cela passe par la maîtrise des masses d'informations collectées ainsi que leur sécurisation. Et c'était le thème justement de la conférence Smart Cities en mai dernier à Tel Aviv. Anthony Lesme était sur place. Des villes connectées où le citadin et l'internaute se confondent pour un confort de vie supérieur, c'est le concept de Smart City. Exemple, pour les conducteurs, il s'agirait de trouver une place grâce à son mobile. Pour les mairies, il s'agirait de retirer les bennes à ordures quand elles sont pleines. Des milliers de capteurs sont ainsi placés dans la ville pour collecter différentes informations et les transmettre aux utilisateurs. C'est un marché immense qui s'ouvre puisque selon une étude de Cisco, leader mondial des réseaux numériques, 19 000 milliards de dollars seraient générés d'ici à 2022, dont plus de 4 600 pour le seul secteur public. Tel Aviv, élu meilleure Smart City mondiale en 2013, accueillait lundi une délégation française pour développer les collaborations entre les deux pays. Israël faisant partie de la communauté européenne dans la recherche et développement, le sujet de la ville intelligente a été mis justement comme un des thèmes à développer. Un des résultats de cette réunion, de ce colloque, c'est justement d'encourager les municipalités françaises et israéliennes de travailler ensemble. C'est le cas de la ville israélienne d'Herzliya, au nord de Tel Aviv.
Elle a développé son propre accélérateur de start-up et elle s'intéresse au marché français. Nous venons juste de nous lancer et d'amorcer des relations entre Herzliya et la France. Nous avons commencé à initier des discussions entre les start-up d'ici et de là-bas au travers de la municipalité et nous espérons que ça va marcher. Première prise de contact aujourd'hui, la start-up française Padam. L'entreprise a développé une application pour faciliter les transports, une des grandes préoccupations de la Smart City. Padam, c'est une application qui permet de réserver un trajet et dans des minibus partagés. Donc en fait, il y a une flotte de minibus qui se déplacent dans la ville et quand vous commandez un trajet, nous on va trouver le bon minibus pour vous transporter et on va dévier sa route. Donc selon des trajets optimisés grâce à des algorithmes que nous avons développés. D'autres villes étaient présentes, Paris, Marseille et l'hyperconnecté Nice. La ville de Christian Estrosi est la 4e Smart City au monde. Son bilan, 20% à 40% d'économie d'énergie sur les bâtiments publics et plus d'1 million d'euros épargnés chaque année sur le traitement des déchets. Bénéfices supplémentaires, 4500 emplois ont été créés en 5 ans, 20 000 de plus sont attendus d'ici à 2018. Mais la ville multiplie la collecte des données, une crainte pour la vie privée des citoyens, balayée par le maire de la ville. Bien, nous centralisons tout dans un centre qui nous est propre, avec des tuyaux totalement étanches, pour que aucune donnée, d'abord il n'y a aucune donnée nominative, mais qu'en même temps nous en ayons la maîtrise. Nous ne voulons pas déléguer un cloud qui serait décentralisé sur n'importe quel territoire. Reste que désormais le fonctionnement d'une ville entière peut être hacké et peut menacer la confidentialité de la vie privée. Un risque pris de plus en plus au sérieux, car si les technologies progressent, la régulation met du temps à s'adapter. L'Union européenne doit mettre en place le règlement européen des données afin de protéger au mieux les citoyens, un texte prévu pour cet été. La sécurité en jeu incontournable. Alors en Israël, high-tech et agriculture se rencontrent, se confondent même parfois. On va le voir avec l'irrigation. À l'heure où les sécheresses se multiplient à travers le globe, les procédés plus économes en eau, plus intelligents, démontrent leur pertinence. Champion du goutte à goutte, l'Israélien Netafim ouvre en grand les vannes de l'innovation et ce depuis 50 ans. Un savoir-faire qui lui a permis de conquérir le monde, comme nous l'explique Anthony Lesme. Reportage. Le goutte à goutte fête ses 50 ans. En avril 1965, l'agronome Simcha Blas a inventé le procédé dans un kibboutz dans la région désertique du Negev, au sud d'Israël. Double objectif, économiser l'eau et augmenter la productivité. Netafim est né. Nous sommes dans l'un des centres de recherche et développement de la firme, au kibboutz Magal, au nord du pays. Nous y rencontrons l'agronomiste en chef de la compagnie, Doubi Raz. Tout a commencé au kibboutz Hatzerim en 1965. Aujourd'hui, nous sommes présents partout dans le monde. Nous avons des usines dans plus de 17 pays et commercialisons nos solutions dans 110 pays. C'est une entreprise mondiale qui emploie plus de 4000 personnes et tout va bien. Si Doubi ne cache pas son contentement, c'est qu'il connaît les perspectives d'avenir. Le marché de l'irrigation intelligente pourrait dépasser les 8 milliards de dollars en 2020 selon TMR, un cabinet d'intelligence américain. Une progression de plus de 150% en seulement 5 ans. Netafim, qui détient déjà 30% des parts de marché, peut croire à l'accélération de son développement. D'autant que l'entreprise ne se limite plus au goutte à goutte, elle conçoit aussi des machines et des nouveaux procédés. Nous devons encore améliorer le rendement alimentaire par hectare et aussi développer des solutions tout automatisées parce que la prochaine génération ne voudra pas travailler aussi durement. Elle préférera gérer les cultures grâce à leur smartphone. Netafim crée encore de nouvelles solutions et pour tous les continents. Ici, par exemple, les bacs de fraises sont suspendus de manière à les cultiver plus facilement. Eau et produits chimiques sont distillés au compte-gouttes. Dans cette verrière, faite pour les pays froids comme la Hollande ou la Russie, chaque unité semée est suspendue à des fils et irriguée. Une solution qui augmente de 200% la productivité des tomates. Lors de la récolte, on remonte les bacs et on achemine les fruits en dehors de la structure. En Asie, c'est la productivité du riz qui intéresse, surtout en Chine et en Inde. Le riz qui a l'habitude de se cultiver immergé peut être lui aussi irrigué au goutte à goutte. Une révolution qui bouleverse des traditions millénaires. Ça prend du temps, c'est une autre perception des choses. Vous devez changer des milliers d'années de traditions d'irrigation immergée. Vous avez besoin d'adapter les populations au mode du goutte à goutte et nous avons de très bons résultats. Nous assurons dans les années à venir 10 à 11 tonnes de production par hectare et au lieu de semer à la main, nous parlons d'introduire des machines à semer.
Netafim veut aussi s'adresser aux petits producteurs d'Afrique. Elle développe des solutions bon marché et qui s'adaptent aux surfaces difficiles. Nous avons ici un panneau solaire et là une pompe qui prend l'eau et la propulse en haut de cette petite colline. Et c'est de cette colline qu'on irrigue grâce à la gravité. Dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, le solar est une bonne solution. Une solution à $200 l'unité. Un prix bon marché, mais encore trop cher pour une majorité. Ces achats peuvent être alors subventionnés par des ONG ou des États pour vraiment être développés. Plus grands clients de l'entreprise israélienne, l'Inde et les États-Unis subventionnent entre 50 et 90% les modes de culture importés par Netafim. En 2014, les revenus de la multinationale atteignaient les 774 millions de dollars, le milliard peut-être pour 2020. Vraie épopée pour un savoir-faire mondialement reconnu. Allez, on poursuit avec une immersion en plein cœur du désert du Negev, dans le sud d'Israël. Désert qui fleurit, et c'est dans cette région qu'une ferme de cactus a vu le jour il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle s'étend sur 200 hectares avec de vrais résultats, une production de figues de Barbarie qui s'exporte. Il faut tout de même 100 litres d'eau pour obtenir 1 kg de fruits. Découverte avec ce reportage. Au sud d'Israël s'ouvre le désert du Negev. Une région extrêmement aride où les précipitations n'excèdent pas les bonnes années les 50 millilitres par an. L'été, les températures culminent à 45-50 degrés. Autant de difficultés qui n'ont pas empêché cette ferme de cactus de se développer et de devenir la plus importante du Moyen-Orient. Nous avons ici à peu près 200 hectares de cactus, 200 km de chemin, ce qui veut dire qu'on doit cueillir les fruits sur 400 km, puisque chaque chemin a deux côtés. Un cactus ne donne pas de fruits sans eau. L'Orly Farm nécessite 800 000 mètres cubes d'eau chaque année. 1 kg de figues de Barbarie nécessite 100 litres d'eau. Notre eau nous est fournie par Dimona, par la ville de Dimona. C'est de l'eau recyclée. Avec cette eau, vous avez tout ce dont vous avez besoin. L'autre idée de la ferme est d'être une ferme entièrement biologique, de ne pas utiliser des produits chimiques. Les Bloom ont créé cette ferme biologique en 1991. Noam, le père, vante aujourd'hui les qualités de ses fruits aux épines tranchantes. Les avantages de ces cactus sont nombreux, et ce pour une consommation quotidienne. Vous pouvez manger les fruits, les feuilles, les cuisiner en salade avec du pain ou dans des plats. Les cactus peuvent aussi contribuer à réduire des problèmes de santé. Au bout de 17 ans de travaux, des étudiants puis des professeurs en agronomie ont créé de nouvelles variétés de cactus. Bonnes contre le cholestérol, les fruits et les feuilles sont utiles à l'homme mais aussi comestibles pour les animaux, créant ainsi un véritable écosystème. Nous avons envie d'installer ici une grande usine et produire des salades, de la confiture et d'autres produits comestibles afin d'exporter dans le monde entier. Un autre projet est aussi de bâtir d'autres fermes comme celle-ci. On pourrait le faire en Sicile, au Maroc, en Égypte, en Jordanie, en Amérique, un peu partout. Aujourd'hui, les Bloom exportent 50% de leur culture vers l'Europe et le Canada. Le prix au kilo varie de 1 € en été à 5 € l'hiver. Prochaine cible, les marchés russes et chinois. Ouais, un essor surprenant. On va finir avec un autre aspect de cette économie israélienne, l'industrie du diamant. Malgré une année 2014 difficile, le secteur conserve un vrai poids, 9 milliards de dollars d'exportation. Et depuis une douzaine d'années, les professionnels se retrouvent au début de l'été à Tel Aviv pour le salon Jovela, avec un accent cette année sur les avancées technologiques au service de la diversification des produits. Regardez ce reportage d'Anthony Lesme. 9,3 milliards de dollars. C'est le montant des exportations israéliennes touchant le seul secteur du diamant en 2014. À l'ombre de ce précieux trésor existe le marché du bijou. En constante augmentation depuis 20 ans en Israël, il dépasse les 400 millions de dollars d'exportation. Pour la 12e année, le salon Jovela réunit les professionnels de ce secteur. Jovela accueille 20 000 personnes chaque année, professionnels et amateurs. L'affluence progresse chaque année, montrant plus de variétés, plus de visiteurs de partout dans le monde. Très traditionnel, le marché du bijou subit quelques transformations depuis quelques années. Internet a déjà changé les règles de vente, mais la création et la production ont aussi été affectées par des évolutions technologiques, notamment par l'apparition de nouveaux logiciels de design et le développement des imprimantes 3D. Cela permet à l'industrie de produire très rapidement de nouveaux modèles pour chaque saison. Lorsqu'on change de robe, on peut changer de bijoux.
Zaban, une des principales enseignes israéliennes de diamants et de bijoux en or, a pris le virage de la technologie ces dernières années. La 3D nous permet de visualiser le bijou avant que nous le produisions. Vous pouvez le voir de tous les côtés. C'est vraiment un renouveau pour notre industrie. Zaban utilise aussi d'autres machines plus performantes qui permettent plus de précision. Dans le passé, nous avions l'habitude de travailler uniquement à la main et aujourd'hui, nous avons la technologie pour fondre et souder les matériaux. Par exemple, si un bijou particulier pesait dans le passé 20 grammes, aujourd'hui, nous pouvons utiliser la technologie pour faire 6-7 grammes. L'achat pour le consommateur est plus évident car le prix s'adapte davantage à son budget. Grâce à ces nouvelles marges de manœuvre, l'industrie du bijou peut désormais toucher davantage les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, cette industrie hors diamant génère plus de 700 millions de dollars de profit en Israël. Si certains artisans s'adaptent au progrès technologique, le cœur du métier reste la création et le savoir-faire des mains. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur i24 News. Restez avec nous.